bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Ce point lecture est assez conséquent, il y a des lectures plutôt mitigées, des lectures plutôt incroyables et des lectures qui sont assez décevantes, mais je vais vous parler de tout ça plus précisément. Je vais vous parler d'un livre qui a beaucoup fait parler de lui justement, un livre qui a été un coup de cœur pour beaucoup, mais qui malheureusement a pour moi été une déception. Il s'agit de Iron Widow de Xiran Jezao, publié chez La Martinière. Ici nous sommes dans de la dystopie asiatique. Alors moi je vous avoue que j'étais très intriguée de découvrir cette histoire. Nous sommes dans un monde futuriste, nous sommes en Chine et nous allons suivre Zetian. Zetian, c'est une jeune femme qui a perdu sa sœur dans de tristes circonstances. Si vous voulez, le monde tourne autour des pilotes de chrysalides. Des chrysalides, c'est d'espèces d'énormes machines qui sont pilotées par la psyché des hommes, et pour cela ils ont besoin d'avoir une concubine. Une concubine, c'est une femme avec une psyché qui est, si vous voulez, en concordance, je vais y arriver à parler, avec celle du pilote. Malheureusement, soi-disant, les psychés des femmes sont trop faibles par rapport à celles des hommes et donc la plupart meurent au combat. Et c'est ce qui est arrivé à la sœur de Zetian. Zetian, c'est cette jeune femme exceptionnelle, cette jeune femme badass qui justement va vouloir venger la mort de sa sœur. Pour cela, elle va tout faire pour devenir la concubine du pilote en question. Et la psyché de Zetian est tellement badass que le pilote en question va périr. Et là, on va la désigner comme partenaire de Li Shimin, un pilote qui est condamné pour de nombreux meurtres et dont aucune des concubines ne survit. Et ensemble, ils vont devoir former le couple parfait. Donc, dans le pitch, justement, pour moi, tout avait l'air incroyablement génial. Je trouvais l'histoire très originale. Il y avait un petit air Transformers avec un petit air Pacific Rim. Vous voyez, un petit peu ces films un peu robotiques avec de l'action, du combat. Et oui, on a de l'action, on a du combat. Là, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est le manque de développement de ce roman. J'en attendais beaucoup sur le contexte sociopolitique, comprendre ce monde futuriste, comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi on est dans un monde si patriarcal, qu'est-ce qui s'est passé, comprendre tout simplement pourquoi tous les événements que l'on nous décrit sont comme ça. Non, là, on ne cherche pas à aller en profondeur, on nous balance les événements, c'est comme ça, il y a de l'action, et voilà. On s'arrête là. Sauf que ça allait bien quand j'avais 14-15 ans, vous voyez. Après, ça reste une œuvre jeunesse, donc forcément, je ne m'attendais pas non plus à un développement d'une fantaisie adulte, mais j'en attendais un petit peu plus. Après, on a de la bataille, on a des discordances entre les personnages, on a des dialogues, les personnages sont intéressants, mais le manque d'approfondissement, ça m'a empêché d'avoir l'immersion nécessaire pour apprécier cette histoire. Le fond de l'histoire, lui, m'a beaucoup plu. Pourquoi ? Parce qu'on a une héroïne badass, une héroïne qui veut changer le cours des choses, qui veut mettre la femme en avant, et ça, franchement, c'était top. Surtout qu'on la voit évoluer, cette héroïne. Au départ, elle n'est guidée que par la vengeance. Et voir son évolution, la maturité qu'elle va gagner, c'est très intéressant. Ça apporte une réflexion. Toute l'attitude de cette héroïne, elle va à l'encontre des règles patriarcales que l'on a tout au long du récit. Et ça la rend que plus attachante à mes yeux. Mais voilà, j'aurais aimé avoir un peu plus. Et surtout, j'aurais aimé qu'on développe le personnage masculin plus en profondeur, puisque Li Shimin, on apprend certaines choses sur lui, mais on rentre pas dans la profondeur, et du coup, sachant qu'on suit ce couple, c'est compliqué de m'immerger, si vous voulez. Pour moi, le roman, il a du potentiel, il est vraiment très intéressant, mais comme on va pas dans la profondeur, en fait, j'ai pas cet attachement. Et j'ai pas l'engouement que j'aurais espéré avoir en le lisant. Après
présent, je vais vous parler d'une suite de sagas. Il s'agit du tome 2 de Campus Drivers de C.S. Quill, publié chez Hugo édition New Romance. Je vous avais parlé du tome 1 il y a quelques temps, et après le tome 1, en fait, j'ai enchaîné la lecture du tome 2 que j'ai beaucoup apprécié. Dans ce tome 2, nous suivons le personnage de Donovan. Donovan est un Campus Drivers. Qu'est-ce qu'un Campus Drivers ? Un Campus Driver, c'est un gars qui a une voiture de collection, qui travaille avec ses copains pour une application et qui emmène les élèves d'un point A à un point B du campus. Avec ceci, ils se font un petit peu leur argent de poche, un petit peu leur salaire, ça leur fait leur boulot d'étudiant si vous voulez. Et les Campus Drivers, c'est un groupe d'amis. Donc Donovan fait partie de ce groupe d'amis. Et Donovan a vécu des choses difficiles. Ce qu'il a vécu l'été précédent a remis sa façon de voir les choses et notamment les femmes en perspective. Et pour cela, il va aller voir Carrie, la jeune femme introvertie, la jeune femme qui bouffe des livres, pour lui demander de l'aide et devenir le book boyfriend parfait. Alors ici, contrairement au tome 1, nous sommes dans le schéma typique de la romance universitaire, avec un mec populaire, une jeune fille introvertie, deux opposés qui s'attirent, et franchement c'était top, c'était doudou. J'ai préféré le tome 1, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. J'adorais les punchlines de Lois Lane dans le tome 1. Ici c'est plus doudou, mais avec des sujets vraiment d'actualité, des sujets forts, notamment tout ce qui touche au harcèlement, à la considération de la femme et au comportement que l'homme peut avoir envers elle tout simplement. Alors c'est très cliché, mais c'est très bienveillant. Il y a toujours cet humour et ce peps que j'ai beaucoup apprécié dans le tome 1. Voilà, en fait, je peux pas trop vous en dire trop sans dévoiler le récit, mais j'ai passé un bon moment. J'ai adoré les personnages, sachant qu'on continue de voguer autour des autres Campus Drivers, même si on suit principalement Donovan et Carrie. On suit l'évolution des couples qu'on a rencontrés précédemment, et ça c'est vraiment top. Et je pense qu'on peut beaucoup, pour les lectrices, se reconnaître à travers le personnage de Carrie. Je dis lectrice, mais les lecteurs aussi bien entendu. Après le tome 2 des Campus Drivers, je n'ai pu que succomber au tome 3. Et cette fois-ci, nous suivons le personnage de Lewis. Alors Lewis, si vous avez lu les tomes précédents, vous savez que c'est le petit rigolo de la bande. Et du coup, je m'attendais vraiment à avoir une histoire similaire. Et pas du tout. Alors ici, on s'éloigne un petit peu du campus. Nous sommes plus dans le monde automobile parce que Lewis va devoir recruter Amy qui est nouvelle sur le campus et qui a une voiture de collection. Et si vous voulez, ils sont tous sur le point de terminer leur année en tant que Campus Drivers et il faut assurer la relève. Donc chaque membre des Campus Drivers prend son élève et Lewis va avoir la charge de s'occuper d'Amy, de lui demander de prendre en charge l'application et de faire tourner un petit peu leur business. Sauf que Amy, c'est une jeune femme qui est venue recommencer sa vie à zéro, une jeune femme qui est très compliquée à suivre. Et elle a rien de l'élève parfaite, c'est la jeune femme qui va braver toutes les règles, c'est la jeune femme qui est assez violente et qui a un passé assez douteux. J'ai passé un très très bon moment avec ce troisième opus, même si c'est pas celui que je préfère dans la saga. Franchement, mon ordre de préférence va dans l'ordre de parution tout simplement. Le tome 1 c'est mon préféré, celui qui est le second c'est le tome 2 et ainsi de suite. Je m'imaginais une histoire vraiment tout autre avec ce tome 3 parce que Lewis, je le voyais pas comme ça. Allez, Lewis, je l'ai vu d'un autre œil. Je l'ai vu beaucoup plus responsable, je l'ai vu beaucoup plus torturé et il va devoir faire face à de nombreux choix. Mais le personnage qui m'a touchée, c'est Amy parce qu'elle a une vie assez atypique et entre Lewis et Amy, ça va faire de l'électricité. Et ce qui était top dans ce troisième tome, c'est vraiment les punchlines entre ces deux protagonistes qui sont assez épiques. L'histoire, elle est pleine de rebondissements aussi, même si j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Parce que le passé d'Amy va faire quelques grabuges, si vous voulez. Et Lewis va être propulsé malgré lui dans tous ces grabuges et ensemble ils vont devoir faire face à toutes les conséquences qui vont subvenir tout simplement par rapport à la vie de Amy. Donc c'était vraiment chouette, on a appris à découvrir des personnages et un milieu totalement différent. C'était une atmosphère qui m'a beaucoup moins emballé que les tomes précédents. Par contre, on a toujours des sujets forts, des sujets qui vont toucher au deuil, à la famille,
à tout simplement le milieu auquel on appartient et tout ça. Donc j'ai passé vraiment un bon moment, mais ce n'est pas mon préféré. Maintenant, je vais vous parler d'une duologie qui m'a captivée. Il s'agit des Chroniques d'Elrad de H.P. Odalis, publiées aux éditions Bookmark, collection onirique. Je vous montre les 2 tomes. Je vais d'abord vous parler du premier tome. Dans cette histoire, nous suivons Descendra. Descendra, c'est une nomade. Elle n'appartient ni au peuple de l'ombre, ni au peuple du soleil, mais une tempête va croiser son chemin et elle va devoir trouver refuge dans le peuple du soleil. Dans le peuple du soleil, son dirigeant est assez particulier et c'est le lion Eros. Et Eros a pour habitude de dévorer ses proies et de faire passer la protection de son clan en premier. Et sachant que c'est le clan le plus puissant du soleil, Descendra va devoir faire profil bas. Comment vous dire que j'ai été vraiment agréablement surprise par ce roman? Alors tout d'abord, regardez bien la couverture, parce que la couverture nous en dit beaucoup sur les signes du zodiaque, sur l'histoire, et moi j'ai été vraiment agréablement surprise. Les signes du zodiaque, c'est vraiment ce qui est important dans l'histoire, parce que certains signes appartiennent à l'ombre, d'autres à la lumière. Descendra, on ne sait pas vraiment qui elle est, et on va découvrir ce monde en même temps qu'elle. C'est-à-dire que on va découvrir un clan avec des capacités qui lui sont propres, où chaque signe a une importance capitale. Descendra va devoir aider le clan malgré elle, et en aidant le clan malgré elle, elle va tisser des liens avec chacun des membres de ce clan. Et on va apprendre comment ce clan fonctionne, comment chaque signe avec sa particularité, va mettre sa main à la pâte, va apporter sa griffe, et en même temps, on va suivre Eros. Eros, ce lion si particulier, ce lion qui est assez vieux, assez grincheux, et pourtant, il a su me toucher, ce personnage, je peux pas vous expliquer. Descendra, c'est cette héroïne qui est complètement badass, vous savez, ces héroïnes que l'on aime suivre, mais qui ont quand même une certaine fragilité, qui ne sont pas badass juste pour être badass, et c'est un personnage très mystérieux, et pourtant la narration elle est assez particulière dans ce roman, parce qu'on a une narration qui est à la fois omnisciente, à la fois externe et à la fois interne, où on suit beaucoup des protagonistes, mais principalement on est à travers Descendra. Et tout ce qui touche à elle est mystérieux. On va en apprendre un peu plus sur l'ombre, sur le soleil, et toute cette alternance de points de vue, tout ce qui fait les personnages, leur façon d'être, c'est immersif. Les informations capitales, elles sont distillées au bon moment, et franchement, j'ai adoré, j'ai tellement adoré que quand je l'ai terminé, j'ai commandé ce tome 2. Ce tome 2 qui pour moi est beaucoup moins travaillé. Alors je l'ai adoré, attention, mais je suis restée sur ma faim dans le sens où nous avons ce genre de fin qui clôture l'aventure, mais qui vous laisse la sensation que l'histoire pourrait continuer. Et c'est ça que m'a laissé ce tome 2. Dans ce tome 2, on va plus découvrir qui sont les signes de l'ombre, qu'est-ce que ça induit, et on va en apprendre plus sur Descendra, sur son destin, sur qui elle est, et sur les secrets un petit peu de cet univers qui m'intrigue, et j'en veux plus. J'ai été vraiment très frustrée parce que j'en voulais vraiment beaucoup plus, et parce que je me suis tellement attachée au personnage. C'est également une histoire où nous avons du Enemies to Lovers, mais pour moi le Enemies to Lovers n'est pas assez développé. Certains personnages manquent de développement, j'aurais aimé avoir peut-être des flashbacks ou plus d'informations sur leur passé, sur qui ils sont, et plus de moments entre certains protagonistes, mais je ne vous en dis pas plus sous peine de spoiler. Donc voilà, c'est vraiment une duologie que j'ai adorée et que je ne peux que vous conseiller si vous aimez un petit peu tout ce qui est fantastique, si vous aimez la romance, et si vous aimez tout ce qui touche un peu au signe du zodiaque. Je vais vous parler d'une lecture qui a été un coup de cœur pour beaucoup, mais qui pour moi s'avère être une grosse déception. Il s'agit du tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos, publié chez Gallimard. Je ne vous refais pas de résumé pour ne pas vous spoiler, mais si vous êtes curieux, mon avis sur le tome 1 est disponible. Et ici, on reprend l'histoire un peu où elle s'est arrêtée, l'histoire de Ophélie et de Thorne. Alors,
ce tome 2 n'est pas la lecture que j'attendais. J'avais été assez dubitative sur le tome 1. Le tome 1 qui m'avait laissé un sentiment de... je sais pas, en fait, je pouvais pas dire que c'était une bonne lecture, mais c'était pas une mauvaise. J'avais trouvé le récit très lent. On m'avait dit, tu verras, dans le tome 2, ça bouge, c'est beaucoup plus intriguant, tout ça. Ok. Certes, ça bouge un peu plus, mais c'est pas ce qui m'attire. Alors je comprends totalement ce qui plaît dans cette saga parce qu'on a une plume qui est très fluide, on a un univers qui ne ressemble à rien de ce que l'on connaît, c'est hyper original, on a de la magie et franchement c'est tout ce qui plaît et on a également un peu de romance même si je trouve que celle-ci est trop peu développée. Cependant, j'ai trouvé l'intrigue longue, mais longue et je n'arrive pas à m'attacher au personnage. Je ne peux pas vous dire pourquoi mais non. Je n'y arrive tout simplement pas. Ils sont hauts en couleur, ils sont uniques, ils ont une personnalité qui est vraiment propre à eux, mais ils n'arrivent pas à me faire ressentir de l'émotion et moi, c'est ce que je recherche tout simplement dans mes lectures. De plus, nous avons une héroïne, Ophélie, qui a tendance à m'exaspérer. Et quand l'héroïne principale du roman et vous, ça ne passe pas, forcément, c'est un peu plus compliqué d'aimer ce roman par la suite. En soi, j'ai pas de points négatifs particulièrement à faire sur ce livre, c'est juste que j'aime pas et il n'y a pas de raison, mais j'aime pas. On va passer à une petite romance fantastique avec Avenicia, le premier tome, l'Académie des Anges de Théo Lemâtre, et ici nous allons suivre Avenicia. Avenicia est une démone, mais une démone particulière parce qu'elle veut tout faire pour intégrer l'Académie des Anges afin de suivre une formation angélique, d'être envoyée sur Terre et de se venger de ses meurtriers. Rien ne va se passer comme prévu. Avenicia, ça fait des années qu'elle essaie de passer le concours de l'Académie des Anges et qu'elle est refoulée, jusqu'au moment où un archange va venir la prendre sous son aile parce qu'il va admirer sa détermination à force de vouloir passer le concours et elle va intégrer cette académie. Mais cela ne va pas être de tout repos. Comment vous dire que beaucoup vont avoir du mal à accepter qu'un démon arrive dans une académie des anges, mais aussi que sa différence fait d'elle quelqu'un de particulier. Alors ici, j'ai été totalement embarquée dès les premières pages parce que nous avons un récit très fluide avec un langage familier, humoristique et une héroïne haute en couleur. Personnellement, j'ai adoré son caractère, cette héroïne. Elle balance vraiment tout ce qu'elle pense. Elle invente des mots, des phrases. Moi, je me suis beaucoup reconnue à travers certaines choses. Et l'histoire est vraiment très originale parce qu'on a un roman qui va remettre en perspective tout ce qu'on peut penser sur le monde angélique, sa création. Bien entendu, c'est totalement imaginaire, hein. Il n'y a aucune référence qu'on pourrait comparer à tout ce qui est biblique. Mais la trame du récit est vraiment sympathique, les thématiques soulevées sont très importantes parce qu'on a les notions de bien et de mal qui vont s'opposer, s'entrechoquer. Est-ce que les anges sont vraiment si bien et ainsi de suite. Mais l'histoire manque pour moi un petit peu d'approfondissement. Pourquoi ? Parce que je trouve que le récit va très rapidement. On suit Avenicia qui veut réussir dans son école d'ange, on est dans l'école d'ange et il va se passer beaucoup de choses et hop, tout est très rapide au niveau de la chronologie et ça m'a dérangé. J'aurais apprécié avoir peut-être un peu plus de longueur pour m'imprégner de l'apprentissage d'Avenicia, de ses galères, des personnages. Mais en dehors de cela, j'ai beaucoup aimé les valeurs que véhicule le roman sur l'amitié, sur l'acceptation et tout ce qui s'ensuit. Concernant de la romance, nous avons un petit Enemies to Lovers qui prend son temps, qui n'est pas encore totalement développé et qui, je pense, prendra une importance capitale dans la suite de la saga. On va passer à une petite comédie romantique sans prise de tête avec Bien cordialement votre employé de Caro Emmeline, publié chez HarperCollins. Donc ici nous sommes dans le schéma d'une comédie romantique classique, c'est le genre de comédie que l'on pourrait tout simplement regarder à la télévision. Nous avons Aubrey, une jeune femme qui tout simplement va entrer dans une entreprise. Et le patron de cette entreprise est le mec populaire de son lycée sur qui elle flashait. Bien entendu, ce mec populaire est associé à la fille qui était la plus populaire et qui craquait pour lui.
dans le lycée et bien entendu, cette fille en question et Aubrey ne pouvaient pas se supporter. Voilà, nous sommes vraiment dans ce style de comédie romantique assez légère. Ce roman, il possède vraiment tous les codes et les schémas d'une comédie romantique, avec une héroïne discrète, un homme magnétique, des amis loufoques et la reine du lycée qui est détestable. Voilà. Après, c'est du déjà vu, mais avec moi ça fonctionne et ça fait justement passer un excellent moment. Personnellement, j'ai dévoré les pages, je l'ai lu en une après-midi il me semble, et j'ai pas vu le temps passer, voilà. C'est pas la comédie romantique qui va me rester en mémoire, mais elle m'a fait passer un excellent moment. On a le schéma des retrouvailles que j'apprécie et également le schéma boss-employé qui est très très cool. Et en même temps, on a une romance qui prend son temps, on a des personnages forts en caractère, et on a une héroïne qui veut plus que tout réussir sa carrière sans dépendre d'un homme. Voilà, c'était vraiment chouette, c'était doudou, c'était cool. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler, c'est assez classique, mais ça marche. Pour terminer ce point lecture, je vais passer à une petite fantaisie. Il s'agit de l'Éternel Thérangie de Mélodie Smax, publié chez Plume Blanche Édition. Regardez-moi cette couverture magnifique. Ce livre, je l'ai eu au Salon du Livre de Pusignan. J'avais rencontré l'autrice qui est très sympathique, mais malheureusement, c'est ma première déception de chez Plume Blanche. Alors on a un univers super sympa, on va croiser Néam. Néam est un prince déchu, c'était un prince qui avait des ailes, qui vivait dans le monde aérien, et un jour son peuple a été décimé par un démon kitsune et celui-ci a été maudit. Il est devenu un humain immortel, mais il a perdu toutes ses caractéristiques magiques. Et un jour, il va sauver une jeune femme, Nilin. Nilin, c'est une jeune femme un peu particulière que l'on remarque, avec des cheveux roux flamboyants, tout ça. Et ils vont conclure un pacte et ils vont devoir ensemble partir à l'aventure, trouver des artefacts pour pouvoir vaincre le démon kitsune. Alors, j'ai vraiment trouvé l'histoire et le pitch de ce roman très sympa. Cependant, le gros problème pour moi, c'est qu'il manque de développement. Vous voyez, il n'est pas très gros et ça reste une fantaisie. On suit une quête, on voit nos personnages vivre cette quête, mais cette quête, on n'en reste que spectateur. Personnellement, je ne l'ai pas vécu, je l'ai regardé. Et c'est ça pour moi le problème de ce roman. J'aurais aimé la vivre, cette quête, tout simplement. Je constatais qu'il y avait un lien fort qui se tissait entre les protagonistes, mais ce lien, il n'est pas développé. J'aurais aimé le ressentir. Cependant, j'ai trouvé l'histoire très originale, mais il manque peut-être des petits flashbacks pour mieux comprendre le contexte sociopolitique de l'univers et tout simplement tout ce qui découle de celui-ci. Parce que dans cette histoire, on a de nombreux enjeux. Ces enjeux, on nous les cite, mais on les comprend pas. On sait pas ce qui est arrivé à l'île de Thérangie, l'île dont vient le prince Néam. On sait que il y a ça qui s'est passé, mais on n'en connaît aucunement les raisons et on ne l'apprend pas à la fin du roman et c'est ça que je trouve dommage. J'aurais aimé avoir des flashbacks ou des ellipses narratives qui permettent de développer tout cela. Et malheureusement, c'est vraiment pas le cas. Après, niveau suspense, celui-ci va concerner surtout notre héroïne et j'ai deviné son secret dès le début de l'histoire et c'est un petit peu dommage. Après, est-ce que je l'ai deviné parce que j'ai tendance à deviner les choses assez facilement ou est-ce que je l'ai deviné parce que c'était assez flagrant? Ça, je ne peux pas vous le dire. En soi, les bases de ce roman, elles sont excellentes. Mais voilà, c'est encore une fois le manque de développement qui m'a dérangée. Après, je suis amoureuse des pavés en littérature. J'aime beaucoup les livres qui sont gros, les livres qui sont développés. Alors peut-être que ça modifie un petit peu le jugement, le ressenti que j'ai en face de cela. Mais en soi, avec quelques pages de plus, ce livre aurait été meilleur. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture, il est déjà bien assez long, j'espère que j'ai été assez claire sur ce que je vous ai dit sur les livres. C'est vrai qu'avant, tout début de la chaîne, j'en tournais un par semaine, du coup les livres étaient très frais dans ma mémoire. Là, avec le temps qui passe, il y a certains détails qui s'évaporent et du coup j'ai peur de moins vous en dire. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire si vous avez lu certains de ces livres, quel est votre avis, ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un de cette sélection qui vous tente également. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao, ciao.